Bonaparte a dû rallier l'armée d'Italie dont Barras lui a donné le commandement, comme cadeau de noces. En face de lui, il va trouver la redoutable armée autrichienne et ses alliés piémontais. Comment va-t-il se comporter, lui qui n'a jamais commandé en chef devant l'ennemi? Tout le monde l'attend avec un peu de moquerie. On se gauche de lui, ce petit général de salon. Or, il arrive. Et en quelques secondes, les briscards qui sont là, les vétérans, ont compris. Il est le chef. L'armée d'Italie n'est pas dans une situation brillante. Depuis 2 ans, elle piétine, livrant des combats inutiles au pied des Alpes. C'était une armée d'indigents. Le pays en faillite ne pouvait les payer, ni les nourrir, ni les habiller. Il leur fallait pénétrer chez l'ennemi et y trouver ce dont il manquait. Bonaparte va s'adresser à ses troupes et dès sa première proclamation, il trouve le ton juste. Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Le gouvernement vous doit beaucoup. Il ne peut rien vous donner. Votre patience, le courage que vous montrez au milieu de ces rochers sont admirables. Mais ils ne vous procurent aucune gloire. Aucun éclat ne rejaillit sur vous. Je veux vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. Vous y trouverez honneur, gloire et richesse. Bonaparte décide d'aller au-devant de l'ennemi malgré son énorme infériorité numérique, 38 000 hommes face à 63 000 Autrichiens et Piémontais. Son plan est d'une merveilleuse simplicité, séparer les Autrichiens des Piémontais pour les attaquer successivement, en commençant par l'armée du Piémont. Napoléon avait toujours pour principe d'essayer d'être en nombre supérieur sur un point donné. Donc d'essayer de diviser les ennemis, de les battre en détail, de façon à compenser l'infériorité numérique globale. Napoléon a toujours professé qu'on ne fait pas la guerre avec des théories. Vous faites ce que vous avez à faire et vous le faites vite. Il faut surprendre l'ennemi et l'assommer si c'est possible. En seulement 2 semaines, il remporte 6 batailles, fait des milliers de prisonniers et casse les reins de l'armée piémontaise. Il n'y a plus moyen d'y rien comprendre. Nous avons affaire à un jeune général qui est tantôt devant nous, tantôt derrière, tantôt sur nos flancs. Cette manière de faire la guerre est insupportable et viole tous les usages. Un prisonnier piémontais. Le 24 avril, le Piémont capitule. Bonaparte exige un tribut en pièces d'or et d'argent pour payer ses soldats. C'est la première solde qu'il touche depuis des années. L'armée du Piémont vaincue, Bonaparte peut se retourner contre les Autrichiens qui font mouvement vers l'Est, décontenancés par des méthodes de guerre aussi inattendues. Il attaque tous les jours. Il attaque même quand il y a de la neige, il attaque la nuit, il attaque quand il fait froid, alors que d'habitude, c'est pas la règle du jeu. Il cherche l'ennemi, il le combat, et alors que l'autre pense que ça va s'arrêter, lui continue. Le lendemain, il refait une bataille, le surlendemain, une autre bataille, et il surprend. Le 10, Bonaparte se porta sur Lodi à la tête de ses grenadiers. Le général autrichien a chargé 3 bataillons de Croates de défendre les ponts de l'Adda et a placé là 14 pièces. Bonaparte courut de sa personne jusqu'à l'entrée du pont et résolut alors de l'enlever d'assaut. Clausewitz, la campagne d'Italie. Il n'y a pas du tout de tactique. Quand il y a des troupes qui arrivent d'une manière si enthousiaste et si rapide, ça surprend l'ennemi. C'est l'enthousiasme, et on s'y lance, et tout le monde joue le jeu, et tout le monde risque la mort et passe. Il n'hésite pas à charger lui-même les canons. Un travail de caporal. Mais il veut être à leur côté. Il prend des risques physiques, même si les boulets tombent à côté de lui, ça s'est passé plusieurs fois, eh bien, il n'a pas peur.
L'infanterie et l'artillerie autrichienne furent épouvantées par l'audace de l'attaque, et bientôt leurs armes devinrent silencieuses. Clausewitz. Le résultat est spectaculaire. Ce fut loin d'être une grande bataille, mais il avait su imposer sa volonté à ses hommes aussi bien qu'à l'ennemi. Le 5 mai 1796, Bonaparte entre dans Milan à la tête de ses troupes. Toute la ville est là pour acclamer le général victorieux qui les a libérés du joug autrichien. Mais plus qu'un vainqueur, Bonaparte se veut un libérateur qui va prendre en main le destin de l'Italie. Peuple d'Italie, l'armée française vient rompre vos chaînes. Le peuple français est l'ami de tous les peuples. Nous n'en voulons qu'au tyran qui vous asservisse. L'armée autrichienne qui a reçu des renforts constitue encore une menace réelle. Bonaparte va la poursuivre en lui assénant une série de coups violents, pour finir, en janvier 1797, par la bataille de Rivoli, qui durera 3 jours. C'est en Italie qu'est née la légende de l'invincible Bonaparte. Il s'est révélé un incomparable chef de guerre pendant cette campagne, mais il a aussi fait preuve d'un remarquable talent pour vanter ses mérites et promouvoir son image. Bonaparte, dès ses premiers succès, a compris qu'il ne suffit pas de remporter des victoires, il utilise l'image en sorte que ces victoires de l'armée d'Italie vont être connues en France. Napoléon, d'emblée, s'est composé un personnage. Il a d'emblée arrangé son histoire. Il crée une presse, des journaux, la France vue de l'armée d'Italie, le courrier de l'armée d'Italie, qui exalte ses victoires. Malheureusement pour les Italiens, Bonaparte ne se contentera pas de les libérer des Autrichiens, il va aussi les débarrasser de quelques-unes de leurs plus prestigieuses œuvres d'art. Pour satisfaire l'avidité du Directoire, il fait acheminer vers la France des chefs-d'œuvre du Titien, de Raphaël, du Caravage, jusqu'au célèbre quadrige de la place Saint-Marc. Tout ça trouvera place au tout nouveau musée du Louvre. La mise en coupe réglée de l'Italie n'est toutefois pas la seule occupation de Bonaparte. Il a continué à poursuivre les Autrichiens et 2 mois après la bataille de Rivoli, les voilà repoussés de l'autre côté des Alpes. Lui-même se retrouve à une centaine de kilomètres de Vienne. Bonaparte décide de négocier lui-même. Il exige la Belgique, la rive gauche du Rhin et un gros morceau d'Italie pour y tailler une république sœur. Les Autrichiens atterrés font traîner les choses. Napoléon était un être colérique, parfois avec des réactions physiques très violentes, et comme les négociations traînaient, Napoléon s'est agité, marché en long et en large, en travers, et en marchant, et il a heurté le petit guéridon sur lequel était le service à thé, et il l'a renversé. Voyez, telle sera votre monarchie autrichienne avant 3 mois. Je vous le promets. Mémorial de Sainte-Hélène. Et il obtient ce qu'il a exigé, ayant négocié seul, sans instruction de Paris. Il a vu que son intelligence, ses capacités étaient bien au-delà du militaire. Non seulement il est devenu un grand général, mais il est devenu un futur chef d'État possible. Et tout le monde s'en rend compte, non seulement en Italie, mais en France. Son retour à Paris est triomphal. Nous sommes à la fin de 1797 et le vainqueur de la campagne d'Italie vient remettre au Directoire le texte du traité qu'il a conclu et qui met fin à la guerre en Europe. Seule l'Angleterre a refusé de désarmer.
Il n'a que 28 ans et vient d'écraser avec son armée de va-nu-pieds la prestigieuse armée autrichienne sans perdre une bataille.